Bonjour, je suis Delphine Zanelli. Bienvenue dans le podcast L'entreprise de demain, le podcast de tous les bâtisseurs du futur du travail. Celles et ceux qui le vivent, le créent, le questionnent et chaque jour le réinventent. Une entreprise plus vertueuse et soucieuse de son impact social pour une société meilleure. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour un épisode différent, un épisode qui me tient à cœur. Aujourd'hui, je vais donc vous parler du podcaston, mais je vais surtout vous faire découvrir une association que j'ai découverte à la venue au monde de Max. Max, un enfant aux yeux brillants qui fait chavirer mon cœur, tant il sait nous exprimer ses émotions et ses sentiments. Et moi, je suis quelqu'un de très sensible. Max est le fils de Stéphane, mon cousin, et de Caroline, sa compagne. Max est celui qui, lors de nos cousinades, entraîne et réunit tout le monde. Le premier qui se lance dans le karaoké, qui déguste nos spécialités en exprimant haut et fort sa satisfaction, qui nous rappelle l'importance de toujours avoir des bonbons sur soi. Max est celui qui nous rappelle aussi l'importance de lâcher prise et nous reconnecte à notre âme d'enfant. Mais la vie de Max et de ses parents est semée d'embûches. Être porteur du syndrome de Williams n'est pas tous les jours un privilège. Et dans la vie de Max, il y a une association qui compte, qui a aidé ses parents à mettre des mots sur les troubles dont ils souffraient. C'est l'association Autour des Williams. Et cette association, j'ai la chance de pouvoir vous la faire découvrir aujourd'hui grâce à la formidable initiative du podcaston. Le podcaston, c'est quoi ? C'est une initiative, c'est francophone et c'est 300 podcasteurs qui partagent chacun, qui mettent en avant une association qui leur tient à cœur. C'est vous donner les moyens de faire un don, vous donner l'occasion de découvrir cette association, mais de faire un don. En fait, vous allez sur le site podcaston.org, vous avez les notes dans les liens de l'épisode, vous allez sur don, de toute façon il y a une pop-up qui s'affiche, et vous notez votre adresse, le montant de votre promesse de don, et l'association, donc Autour des Williams, à laquelle vous voulez faire le don. Donc c'est une formidable occasion de nous mobiliser pour des causes qui ne sont pas toujours assez connues. Et pourquoi j'ai choisi de vous mettre en avant cette association ? D'abord parce que, bien sûr, pour Max, première raison, et ses amis porteurs du syndrome. Deuxième raison, pour leurs parents en recherche de repères. Je l'ai vécu pas personnellement, je l'ai vécu au travers du parcours de Caroline et Stéphane, et croyez-moi, ils en ont besoin. C'est pas un parcours simple. Et aussi parce que c'est une association financée à 100% par des fonds privés, et que chacun de nos gestes compte. Alors, pour vous présenter cette association, j'ai le plaisir d'avoir sur cet épisode avec moi donc Stéphane, mon cousin, Emmanuel, donc Stéphane, mon cousin dont le fixe Max, a 9 ans aujourd'hui. Emmanuel, qui est la maman de Pierre, porteur également du syndrome, qui est adulte. Et puis Anne-Isabelle, qui travaille pour l'association. Et avec Emmanuel, Anne-Isabelle et Stéphane, nous vous parlons d'abord de ce qu'est le syndrome. On vous explique ensuite. Il vous présente l'association. Et ensuite, on parle de différents sujets, dont l'inclusion. Inclusion, un sujet qui a toute sa place sur ce podcast. D'ailleurs, j'annonce et je redis, je vais faire une série cet été sur le sujet, sur le podcast. Mais un sujet sur lequel, on voit bien qu'il est complexe, puisque à la fois, ces enfants ont un fort besoin d'inclusion dans leur petite enfance, et c'est une inclusion qui est extrêmement bénéfique pour les enfants autour d'eux, donc qu'ils puissent évoluer en milieu ordinaire, mais il y a un stade où ils ont besoin d'intégrer des structures spécialisées, et on voit qu'à force de vulgariser presque l'inclusion, si je peux utiliser ce terme-là, on a tendance à avoir un peu fermé, ou en tout cas baissé, diminuer la voilure sur certaines structures, et qu'aujourd'hui ça peut poser problème. Donc voilà, donc c'est un épisode qui va à la fois vous présenter l'association, mais aussi vous sensibiliser à ces causes, à ces sujets sur lesquels je pense qu'on n'est jamais assez informés. Et il n'y a rien de mieux que des parents qui nous partagent leur réalité. Je vous souhaite donc une bonne écoute, et surtout je compte sur vous pour aller faire un don, le don que vous pouvez. Mais voilà, si vous appréciez ce podcast, si vous l'écoutez, je vous ai jamais demandé de donner pour le podcast, mais aujourd'hui, je vous demande et je vous remercie de faire un don pour l'association. Je vous souhaite une bonne écoute et je vous dis à bientôt. Bonjour Emmanuel, bonjour Anne-Isabelle, bonjour Stéphane.
Je vais vous proposer de commencer par vous présenter. Alors Emmanuelle. Bonjour, je suis maman de Pierre qui a 24 ans, qui est porteur du syndrome de Williams-Séberin. Je suis maman relais pour l'association. J'accueille les nouvelles familles qui viennent d'avoir un diagnostic pour essayer de les réconforter, de répondre à leurs questions. Et je suis membre du conseil d'administration d'Autour des Williams. Merci. Stéphane. Bonjour, je suis Stéphane, le papa de Max qui a eu 9 ans récemment, qui est également porteur du syndrome de Williams-Séberin. Et Anne-Isabelle. Bonjour, alors moi je m'appelle Anne-Isabelle et je suis déléguée générale pour l'association Autour des Williams. Et alors, est-ce que vous pouvez, Anne-Isabelle, en profiter pour nous présenter l'association qui fait l'objet, dont fait l'objet cet épisode aujourd'hui? Ah mais tout à fait, puis avec grand plaisir. Donc alors Autour des Williams, c'est une association qui réunit les familles touchées par le syndrome de Williams-Séberin. Donc le syndrome de Williams-Séberin, c'est un accident génétique rare. Il est caractérisé par une perte d'une trentaine de gènes sur le chromosome 7. Donc il n'y a ni traitement connu à cette heure-ci, pas vraiment de cause. Et donc c'est un accident génétique qui touche environ une naissance sur 7005 en France. Dans ses principaux symptômes, on peut retrouver des malformations cardiaques, donc très typiques au syndrome. Il peut y avoir également un retard intellectuel et moteur, une modification des traits du visage, des difficultés d'attention et d'apprentissage, d'alimentation et de sommeil chez les tout petits, et une hypersensibilité au bruit, donc l'hyperacousie. Les personnes qui sont porteuses du syndrome de Williams-Séberin sont en général très joyeuses, on appelle ça l'hypersociabilité. Et pour la plupart, elles sont douées pour la musique, voire ont l'oreille absolue. Donc c'est également un vecteur d'apprentissage pour nos jeunes. Et donc lorsque le diagnostic est posé suffisamment tôt, il est mis en place un protocole de suivi par des rééducations multidisciplinaires, par des professionnels de la santé et de l'éducation. Et donc, dans l'objectif d'atteindre un degré d'autonomie élevé à l'âge adulte. Donc, plus le diagnostic est posé tôt, plus le protocole est mis en place et mieux ce sera pour les enfants. Donc, l'association s'articule autour de 3 piliers. Donc, on a l'accueil et l'accompagnement, comme Emmanuelle en parlait au début. Donc, c'est un moment très important dans la vie des familles, un bouleversement. Et donc, on est là pour leur apporter un maximum d'informations, de soutien, mais également leur rappeler qu'elles sont pas seules à vivre ce qu'elles sont en train de vivre, qu'il y a d'autres familles qui sont passées par là. Et leur montrer qu'en fait, c'est peut-être pas facile aujourd'hui. On est noyé sous diagnostic, mais également sous tout ce qu'on doit apprendre, parce que le monde du handicap, c'est un monde qu'il faut apprendre. Il y a la MDPH, il y a énormément de cycles qu'il faut apprendre, et donc elles peuvent se noyer dans tout ça. Donc on est là pour leur dire, écoutez, là c'est pas facile, mais vous allez voir, on va être ensemble, on est là pour vous accompagner. Vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Et donc ça, c'est un des premiers piliers. Dans le deuxième, on a la sensibilisation du grand public, mais alors pas que le grand public, c'est aussi le corps médical, le corps encadrant, enfin toutes les personnes qui sont autour de nos jeunes, pour faciliter le diagnostic, mais aussi pour permettre une meilleure inclusion dans la vie de tous les jours, mais également à l'école, au travail, en fonction de l'âge de l'enfant. Et puis finalement, et pas le moins important, c'est la recherche. Donc on investit dans la recherche. Il faut savoir qu'Autour des Williams c'est accompagné d'un conseil médical et scientifique. Et nous lançons chaque année des projets de recherche, mais qui sont entièrement financés par des dons privés. Donc c'est un effort de recherche qui est extrêmement important. Parce que c'est quand même beaucoup d'argent pour une association de notre taille. Donc, il faut savoir qu'on a à peu près 300 familles adhérentes. Mais c'est des efforts de recherche qui sont importants pour nous, importants pour la recherche, importants pour nos jeunes. Parce que même si le temps de la recherche n'est pas le nôtre, et qu'on aimerait avoir des résultats tout de suite, la recherche progresse quand même, et qu'elle nous permet pour certains projets, d'avoir des réponses aux pratiques, donc plus au quotidien, comment mieux comprendre le comportement de nos jeunes, et sur du plus long terme pour de la recherche fondamentale. Et cette association, la particularité, c'est qu'elle est financée par des fonds privés?
que par des fonds privés. Effectivement, on bénéficie pas du tout de subventions publiques. Donc, ce sont des actions des familles au cours de l'année, des partenariats que l'on mène en privé, donc avec des entreprises ou des fondations. Mais tout ça reste toujours privé. D'où l'importance de cet épisode aujourd'hui, puisqu'en fait, par l'intermédiaire du Podcaston, vous pouvez, en vous connectant sur le site www.podcaston.com, de toute façon le lien est dans les notes de l'épisode, verser, contribuer à l'effort, à la recherche, à l'accompagnement que fait l'association à travers vos dons. Alors, merci beaucoup Anne-Isabelle. Je propose de passer la parole à Emmanuel et Stéphane pour que vous nous racontiez un petit peu le syndrome vu des parents. Et après, on parlera aussi de l'importance de l'association. Mais d'abord, parlez-nous. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vos enfants et de ce syndrome et du chemin que vous avez fait avec chacun de vos enfants? Emmanuel, vous voulez commencer? Pierre, on a su le syndrome assez tardivement puisqu'il n'avait pas de cardiopathie. Donc, généralement, on le sait très tôt. Quand la cardiopathie est là, systématiquement, elles sont envoyées vers un généticien et on a le diagnostic rapidement. Pierre, n'ayant pas cette problématique, en fait, voilà, on a remarqué qu'il y avait des retards d'acquisition. Après, il y avait des choses qu'il faisait tout à fait normalement. Il parlait très bien très tôt, il s'assit très tôt. Bon, il a marché tard, mais du coup, vers 3 ans et demi, on a appris le syndrome. Donc, on a accompagné Pierre dans ses multiples rééducations, psychomotricienne, ergothérapeute, orthophoniste, kiné, ostéopathe, plus tous les rendez-vous médicaux, bien évidemment, qui sont à l'hôpital où il avait un suivi pluridisciplinaire. Et la scolarité, c'est pas facile non plus. Il a été en milieu ordinaire, puis en milieu spécialisé à partir en CLIS, Ulysse aujourd'hui qu'on appelle Ulysse. À partir du CE2, il a fait un Ulysse collège, IME, et après il est allé en foyer de vie et actuellement il est en stage en passerelle en ESAT. Il faut bien se dire que c'est des enfants qui sont qui ont leurs particularités, qui ont une joie de vivre terrible, qui sont d'une gentillesse extraordinaire. Je pense que c'est les êtres humains les plus gentils de la planète. Mais c'est pas facile tous les jours. C'est une grosse modification quand même de votre vie pour pouvoir l'accompagner. Voilà, moi j'ai arrêté de travailler pour pouvoir appréhender toutes les rééducations de Pierre parce qu'on habitait loin de ces rééducations. Donc du coup j'ai arrêté de travailler, ce qui m'a permis de l'accompagner à toutes ces séances de rééducation. Et puis c'est un accompagnement perpétuel. Bon, après ils prennent de l'autonomie. Pierre, il est maintenant aujourd'hui très autonome dans tous ses transports. Enfin, moi le matin je le gère pas, il se réveille, il prend ses médicaments, il prend sa douche, il s'habille, il va prendre son bus, il va à l'ESAT, il va faire ses rendez-vous de kiné ou d'ostéo ou de psy ou de bref, peu importe, il est tout seul, hein, il gère très bien les heures. Voilà, mais aujourd'hui on est en train de le réintroduire dans le travail avec l'ESAT et la section passerelle, qui est une section de formation au travail. Et de nouveau, ça a été encore un petit peu, ça n'a pas été un petit peu, c'est quand même la bataille pour pouvoir l'insérer dans un milieu professionnel protégé. C'est un accompagnement de tous les jours, même si on a des périodes de répit où, voilà, pendant 1 an, on est tranquille, ou 2 ans, mais c'est pas toujours, voilà. C'est pas un long fleuve tranquille, mais c'est enrichissant aussi. Mais d'où l'importance, on va y revenir, d'où l'importance aussi de partage entre parents, parce que c'est parfois, j'imagine combien on doit être souvent démunis. Oui. Démunis, culpabilisés, enfin bref, avec tout son lot de toutes les émotions qui vont avec, qui sont pas évidentes. Stéphane, peut-être avant d'aller plus loin, Emmanuel, je vais passer la parole à Stéphane. Alors Stéphane, pour tous ceux qui ont écouté l'introduction de l'épisode, vous savez, Stéphane est mon cousin. C'est par son fils Max que j'ai découvert l'existence de syndrome. Et Stéphane, je te laisse nous parler de Max, qui a 9 ans maintenant.
Nous, le diagnostic a été posé assez jeune, puisqu'à l'âge de 5 mois, c'est à ce titre qu'en fait qu'on a rencontré l'association autour des Williams, dans le sens où les médecins, lorsqu'ils posent le diagnostic, ils te renvoient vers le milieu associatif. Et c'est en ce sens où ça a été très important, parce que c'est une association qui a été créée par des parents pour des parents, et ça nous a permis en fait d'avoir une vision un peu plus large du syndrome, et peut-être un peu plus positive que ce qu'on avait pu lire sur Internet. Parce qu'au début, quand on t'annonce en fait un diagnostic, tu vas à la recherche d'informations, tu lis un peu tout et son contraire. Parfois, c'est un petit peu trop négatif. Et ça nous a permis de remettre un petit peu une bouffée d'oxygène au moment de l'annonce du diagnostic. Et effectivement, ta vie est chamboulée. Tu vas réorganiser autour de la prise en charge médicale et surtout aussi paramédicale, parce qu'il y a un gros travail de stimulation. Max, aujourd'hui, a toujours une prise en charge quotidienne. Avec la maman, on s'est formé à certaines méthodes parce que Max avait des graves troubles du comportement qu'on est arrivé à casser, etc. Donc effectivement, c'est un grand chamboulement. Ça a été un chamboulement professionnel parce que j'étais accompagné par mon ancien employeur sous réserve d'atteindre des objectifs. Et puis, il y a eu un changement de direction et on m'a imposé un présentiel que je pouvais pas honorer au quotidien. Donc, j'ai dû me réinventer à titre libéral. Et aujourd'hui, on est un peu à une période charnière au niveau de l'école, puisque effectivement, Max est en classe Ulysse, se posera la question d'une orientation dans un établissement plus spécialisé, mais aujourd'hui, il y a un manque de place. Donc moi, ça m'inquiète un peu aussi, c'est j'attends le moment où on va me dire, Max, vous le prenez à la maison, le temps qu'on vous trouve une place. Donc voilà, la réalité, c'est ça. Après, effectivement, il y a plein de super moments. Ce sont des enfants très joyeux, très attachants, mais voilà, qui demandent un quotidien. On est tout le temps au quotidien avec Max. C'est clair, c'est de toute façon des enfants qui sont extrêmement sollicitants de par ne serait-ce que le fait qu'ils soient beaucoup dans la relation, dans l'émotion, dans la connexion. Donc quand on est avec eux, on est obligé d'être à 200% avec eux, c'est impossible d'être autrement. Donc effectivement, si pour nous, forcément quand je vais voir Max, c'est un vrai moment de bonheur parce qu'on est là pour un moment. Donc ce moment-là, on le vit à 100%. C'est vrai qu'on a tendance je disais en introduction, je trouve que c'est des enfants qui nous reconnectent aussi beaucoup à nos âmes d'enfants, qu'on a tendance à oublier, qui nous rappellent qu'il est important de lâcher prise, de lâcher un peu tous les filtres qu'on se met. Mais je vois, j'ai bien vu à travers Stéphane et Caroline, voilà les challenges que ça pose, les questionnements, les remises en cause, etc. et les difficultés. Donc c'est pour ça qu'il est extrêmement important de soutenir ces associations parce que c'est un soutien pour les parents, c'est à peu près le seul qu'on peut leur offrir. Enfin, on peut leur en offrir physiquement, mais voilà, tangiblement pour vous qui nous écoutez, c'est vraiment celui qu'on peut offrir. Donc c'est vraiment important. Je trouve que c'est important aussi pour deux autres raisons, parce que vous avez entendu à travers le témoignage d'Emmanuel et Stéphane. Moi, je trouve que ce sont des enfants qui sont très révélateurs par rapport à notre société aujourd'hui, à notre déficit de connexion. C'est des êtres, c'est des êtres qui sont hyper connectés à tout le monde, hyper dans le relationnel. Et à l'heure où on a une société qui s'individualise, je trouve que c'est important aussi de permettre à des enfants comme ça, de pouvoir rester dans des classes, enfin comme vous disiez, parler du système, j'ai plus la terminologie, mais le système normal. Jusqu'à un certain stade, parce qu'en fait, c'est des enfants qui ont un apport énorme justement sur ce sujet-là, et après de pouvoir les accompagner. Et c'est vrai que c'est un sujet, en discutant avec vous, j'avais pas mesuré à quel point, à force de parler d'inclusion, on finit par oublier et vous nous expliquez la réalité, c'est qu'en fait, et t'en parlais Stéphane là, c'est qu'à force de vouloir faire de l'inclusion, alors il y a deux travers. Le premier, c'est que on ferme des espaces d'accueil, on ferme des structures parce que on se dit qu'on va les inclure dans la société. Et si là, Emmanuel, vous êtes au stade où Pierre, vous voulez l'intégrer dans le monde du travail, il y a besoin en intermédiaire de structures spécialisées. Et même dans le monde du travail, vous m'avez d'ailleurs travaillé avec vous sur ce sujet, m'a donné envie. Je vais faire une série d'épisodes au mois de juin sur les entreprises qui insèrent justement, qui intègrent toutes les personnes en situation de handicap. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut revenir sur ce sujet en fait de l'inclusion un peu qu'on prend un peu au travers, et sur ce manque que vous nous expliquez un petit peu, Emmanuel et Stéphane, justement, qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour pouvoir permettre à vos enfants de grandir dans notre société
de devenir adulte et de trouver leur place après en tant qu'acteur adulte. J'aimerais bien juste revenir sur un point, c'est que le syndrome de Williams-Seberen fait partie de la famille des handicaps cognitifs. Ce n'est pas un handicap moteur, et donc l'inclusion de nos jeunes dans des structures auto-formées depuis tellement longtemps n'est pas forcément adaptée. Donc il y a différentes aussi familles de handicap, et ça c'est à prendre en compte. Et l'inclusif a tendance à mettre tout le monde dans le même bateau, alors que des solutions ne sont pas forcément quelque chose qui sera très bien pour une personne, le sera beaucoup moins pour l'autre. Une expérience qui sera réussie pour l'un le sera pas forcément pour l'autre, et c'est la vie. Et en fait, ils sont tous différents, même s'ils sont tous porteurs du syndrome. Dans le syndrome, ils restent tous uniques. Et donc toutes les expériences ne sont pas bonnes pour tous les enfants. Et en fait, l'inclusion, c'est génial, c'est vraiment super. On avance, la société fait des progrès. Le fait de mélanger et d'arrêter d'avoir une société parallèle, donc une société ordinaire et puis une société handicap parallèle. Là, on fait des chemins, on fait des passerelles, et ça, c'est super. Mais on n'en est pas encore au point où on peut tout mettre, et il faut garder des options pour les familles, pour les jeunes qui auraient besoin d'un système encore différent. Ouais. Alors, Emmanuel, Stéphane, vous voulez compléter par rapport à votre expérience, ce que vous constatez? Moi, concernant Max, j'estime qu'il n'a pas aujourd'hui de problème d'inclusion, mais souvent le handicap, ça fait peur, on s'en fait tout un monde, et il faut pas que ça soit une inclusion qui soit aussi subie. Souvent, moi, j'entends parler de manque de formation, mais avant tout, dans l'inclusion, il faut quand même beaucoup de volonté, parce que ce sont des enfants qui vont vous prendre beaucoup d'énergie, etc. Il faut accepter de leur donner cette volonté, enfin, accepter un moment de se dépasser un peu aussi. Et aujourd'hui, moi, c'est ça ma plus grande difficulté. Je pense que Max peut être inclus sur des temps partiels, puisqu'il y a des choses qu'il ne peut plus partager avec les enfants du même âge, tant l'écart est grand. Mais je me heurte un peu à ce manque de volonté. D'empathie aussi. D'empathie, je crois qu'on vit tous un peu dans un certain confort, et puis ce sont des enfants qui vous obligent de sortir un peu de votre zone de confort, et automatiquement, en face, ils ont pas le lien que moi j'ai avec mon fils, donc automatiquement, vous savez, le handicap, ça nous oblige à être meilleurs en tant qu'homme, en tant que parent, en tant que tout. On n'a pas le choix. Ça révèle le meilleur de nous-mêmes. Et c'est ça aujourd'hui le plus difficile. Parce que je vois Max est inclus en centre de loisirs, ça se passe très bien, il n'y a aucun obstacle. Et puis à côté, sur la même problématique, on va me mettre X barrières. C'est une histoire de personne. Merci Stéphane. J'ai bien aimé. Ouais. Emmanuel? Ça, je suis entièrement d'accord, effectivement. Avec Stéphane, c'est vrai qu'il y a la personne qui va énormément jouer. Moi, Pierre, il a eu des maîtresses qui, avant la rentrée scolaire, m'appelaient en disant « Oh là là », mais qui était en classe ordinaire, mais comment je peux adapter la classe pour Pierre, pour les autres. Enfin, c'est-à-dire que la classe était faite pour Pierre, il fallait que ça corresponde à Pierre et ça irait pour les autres enfants. Donc ça, c'est extraordinaire, mais c'est pas tous les ans. Et je rejoins Isabelle avec l'inclusion où je trouve ça très très bien, mais c'est très bien de vouloir inclure à l'école, au travail, enfin partout on peut inclure, et tant qu'on peut inclure, il faut le faire quand les personnes sont aptes à pouvoir être inclus et ont les capacités et qu'ils s'y plaisent et qu'ils s'y sentent bien. C'est super. Parfois, l'inclusion a ses limites. Il y a des gens qui ne pourront pas être inclus parce que leurs troubles sont trop sévères, et donc si on ferme des structures, etc. Qu'est-ce qu'ils vont devenir tous ces gens? Je sais que là actuellement, par exemple, en ESAT, tous les ESAT qui avaient des foyers d'hébergement de nuit, les foyers d'hébergement de nuit ferment. Ça y est, ils vont fermer. Ils vont faire que des appartements. Des appartements, c'est-à-dire que là, les jeunes doivent être beaucoup plus autonomes. Mais c'est une obligation qu'ils ont. On leur laisse pas le choix, en fait. Ouais. Voilà. Ouais, parce que ça veut dire, sinon, faut que vous les récupériez. Enfin, voilà, il faut qu'ils soient récupérés par leur famille. C'est ça. Donc on est
on est beaucoup pour l'inclusion, mais je pense que ça va être certainement au détriment de certains qui seront pas toujours en mesure de s'inclure, non pas définitivement, mais peut-être à un moment voulu où ils seront pas encore fait prêts. Et parce qu'il y a cette inclusion, ça ne matchera pas, quoi. Et puis, je me permettrai aussi une remarque, c'est que faut voir ce qu'on met derrière l'inclusion. Aujourd'hui, moi, j'ai trop souvent vu un enfant qui est pris 1 ou 2 heures par semaine à l'école. Statistiquement, il est inclus. Ouais, mais ça... Ah oui. Ouais. Et c'est une réalité, hein. C'est vrai qu'il y en a beaucoup. Oui, donc dans l'association, on en voit, quand on a des groupes de parole, on voit beaucoup de parents, effectivement, où leur fille a été prise 2 fois 2 heures dans la semaine, ou alors 2 après-midi. Effectivement, c'est assez récurrent. Oui, et puis c'est pas facile parce que le rôle de l'école, il est important dans l'évolution de l'enfant d'une manière générale, hein, dans sa sociabilisation, dans son apprentississage. C'est une obligation. Et puis voilà, et puis pour les parents aussi, c'est un relais. L'organisation que ça demande pour les parents, quoi. Comment les parents ils gèrent le fait que votre enfant il aille à l'école 2 heures, c'est ingérable. C'est très compliqué. Ça fait énormément de parents arrêtent de travailler. Et on revient sur les parents aidants, qui est un vrai sujet, des parents aidants mais qui sont jeunes. Donc c'est-à-dire que au moment où vous devez mettre toute votre énergie dans votre carrière pour franchir les échelons, en fait, c'est pile à ce moment où on vous demande d'arrêter de travailler. Enfin, c'est pas qu'on vous le demande, c'est qu'en fait, on vous donne pas le choix pour certaines familles d'arrêter de travailler, donc de mettre votre vie professionnelle de côté. Et après, vous remettre. Sauf que se remettre plus tard, c'est pas on récupère du temps perdu, c'est du temps perdu pour toujours. C'est-à-dire que toutes ces années que vous aurez mis de côté pour vous investir dans le progrès de votre enfant, dans le suivi de votre enfant, ce temps-là professionnellement, vous ne pourrez plus jamais le récupérer. Ouais, puis je suis pas sûre que ça soit un temps qui soit reconnu par les entreprises aujourd'hui, parce que non, pas du tout. Vous avez développé des compétences hallucinantes. Enfin, Stéphane, tu disais, ça nous oblige à être meilleurs, ça nous fait sortir de notre zone de confort. Je pense qu'en termes de développement personnel versus professionnel, c'est puissance 25 000, mais que c'est pas du tout des choses qui sont reconnues. Donc effectivement, c'est pas évident. C'est pas évident. Et dans l'équilibre d'une vie, de parents, ça peut être fondamental parce que voilà, Emmanuel, vous avez trouvé, vous êtes investi dans l'association, etc. Mais c'est vrai que on a besoin aussi de ça, et donc on a besoin de ça aussi pour soutenir nos enfants. Après, c'est vrai qu'il faut pas l'oublier. Hein. Après, ça reste vraiment le choix de chaque famille, et c'est ce qu'on dit aux parents. C'est ce qu'on dit aux parents de l'association. C'est vraiment vous avez le choix, mais lorsque le choix est imposé, c'est là où ça pose un souci. Ça pose un souci au point où on en a écrit un rapport. On a essayé de mettre en place aussi une formation pour les familles qui aimeraient reprendre leur emploi après, pour pas qu'elle ait ce temps, parce on parle pas de 6 mois d'arrêt on parle de plusieurs années. Donc pour essayer de se remettre sur le marché du travail après, mais c'est vrai que ça demande énormément, et puis ça divise les familles, enfin ça divise à l'intérieur. Je parle pas des familles entre elles, hein, je parle en soi, en se disant mais quel est le choix que je dois faire? Est-ce que moi, pour mon développement personnel, j'ai besoin de continuer une vie professionnelle, donc j'y vais, mais en même temps, j'ai mon enfant qui lui aussi a besoin de son suivi, qui a besoin de tous ces rendez-vous, parce que des rendez-vous, il faut se rendre compte que c'est à la semaine, ils ont 7 à 10 rendez-vous médicaux, paramédicaux, donc c'est un suivi qui est énorme et qui demande énormément de temps, et aujourd'hui on peut pas quand en plus on additionne, ils sont pas acceptés sur le temps méridien, ils sont acceptés que quelques heures à l'école, que les AESH ne viennent pas, donc l'école ne veut pas les prendre. Enfin, tout ça, c'est énormément d'énergie en fait pour ces parents aidants qui pourraient être investis ailleurs en fait. Et je souligne de ce fait, en passant, un point qui me paraît important, c'est qu'aujourd'hui, on voit que Emmanuel, vous avez sacrifié, en tout cas vous avez fait le choix, excusez-moi, je ne devrais pas utiliser sacrifier, vous avez fait le choix de vous consacrer à Pierre, et Stéphane l'a fait, pas Caroline, et je tiens à souligner parce que c'est trop souvent aussi les femmes, et ça c'est un autre sujet. Donc je tiens à souligner, je suis hyper fière de mon cousin qui a su se réinventer pour pouvoir prendre en charge ça. Non mais c'est pas un sujet évident non plus.
Je pense que c'est un sujet qui confronte aussi, qui confronte le couple forcément. On n'en parle pas là, mais c'est extrêmement confrontant. Donc voilà, donc je pense que vraiment, ce sont des enfants fabuleux. C'est une assoce qui fait un très bon boulot. Donc pour tous ceux qui nous écoutent, je ne sais pas si vous voulez rajouter un mot de la fin, mais en tout cas, je pense qu'il n'y a plus d'hésitation. On compte sur vous. Allez sur le site du Podcaston. C'est en lien dans les commentaires les notes de l'épisode. Et puis je vous remercie par avance pour votre générosité. Peut-être Emmanuel, Stéphane, Anne-Isabelle, un mot de la fin? Moi, je remercie effectivement déjà l'occasion de pouvoir parler de l'association, et c'est vrai que tout soutien est toujours appréciable. Alors on va pas se leurrer, l'argent reste le nerf de la guerre, mais c'est vrai que de pas se sentir seul quand on fait partie d'un groupe de maladies génétiques rares, donc qui veut dire que déjà de base on est peu nombreux, tout soutien extérieur de personnes qui ne sont pas touchées par le syndrome est toujours très encourageant. Donc, merci. Les petits gestes. Oui, il n'y a pas de petits gestes. Il y a pas de petits gestes parce que voilà, les gens pensent souvent quand ils voient le Téléthon, etc. Ça va donner de l'argent à toutes les maladies génétiques, etc. Sauf qu'en fait, pas du tout. Le Téléthon, c'est pour la myopathie et ça s'arrête là. Nous, quand on veut faire de la recherche médicale, puisqu'on subventionne beaucoup de recherche médicale à la hauteur de ce que l'on peut, mais c'est uniquement par nos actions, par les dons qui sont faits à l'association. Et c'est le nerf de la guerre si on veut apporter aussi des solutions à nos enfants, parce qu'on a des réponses avec ces recherches médicales qui sont faites. Donc on compte sur vous et on vous remercie de nous avoir accueillis dans votre émission. Mais c'était un plaisir, un honneur surtout. Stéphane? Oui, je rejoins Yann-Isabelle et Emmanuel. Et effectivement, il n'y a pas de petits gestes. C'est important que l'association perdure. Elle a aujourd'hui 20 ans. C'est vraiment une association qui est à destination des parents. Donc c'est important de pouvoir la soutenir et par des dons financiers, parce que à ce titre l'association édite des livres pour les familles, pour l'école, pour les médecins lorsqu'on n'habite pas sur une région où médicalement on connaît le syndrome. Donc c'est très important de soutenir l'association et je vous en remercie. Donc Pierre, Max, tous les autres et leurs parents comptent sur vous et moi aussi. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Merci. Merci pour votre écoute. J'espère que l'épisode vous a plu. Faites-le moi savoir en laissant des étoiles et des commentaires sur Apple Podcasts. Cela me permet de le faire connaître, le podcast, et m'encourage à le poursuivre. Rejoignez-moi également sur le groupe LinkedIn L'Entreprise de demain pour échanger avec d'autres auditeurs, proposer des invités. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. Cette série est produite par Delphine Zanelli et Ose Masterclass. Réalisation sonore Cyril Carillon et au micro Delphine Zanelli.